Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet 2024. Je souhaite à ce que ce mois vous soit fructueux depuis votre position. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et ce matin, nous allons aborder plusieurs sujets. Entre autres, parler de l'hygiène de vie dans notre milieu. Donc, vous êtes à la bonne adresse, pardon. Merci d'être là. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Sur ce plateau, aujourd'hui, je suis accompagnée par Ézéchiel, par Jacques et par Charlène. Bonjour. Bonjour, bonjour, Blandine. Comment vous allez? En tout cas, moi je vais très bien personnellement. J'espère que vous aussi. J'espère que les téléspectateurs sont aussi en bonne forme ce matin et que vous allez pouvoir bien nous suivre pendant toutes ces émissions. Merci. Jacques? Il faut dire que Blandine, toi et Charlène, vous m'avez beaucoup manqué durant ce week-end. N'est-ce pas? Ezekiel, je te dis pas. Les femmes d'abord. Parce que leur joie de vivre m'a manqué au cours de ce week-end. Et les téléspectateurs également, et tenez-vous bien, ce matin j'avais de la paresse à me lever du lit, à me réveiller. Et quand j'ai entendu le premier chant du coq, j'ai pensé tout de suite aux téléspectateurs. Je me suis dit, ouais, il faudrait que je sois là sur le plateau du bien-être. Et on est content que tu sois là sur ce plateau. Tout à fait. Franchement, le contraire nous aurait fait un mal. N'est-ce pas? Jacques, c'est l'histoire d'Atalakou. Alors Charlène, comment tu vas le week-end? Je vais très bien. Le week-end s'est bien passé également. Ce matin, j'étais un peu faible, mais j'ai mangé un bon comme. Ouais. Déjà. Depuis là, je suis toute forte. Hein. N'est-ce pas? Je dégage plein d'énergie. En tout cas, cette journée, cette émission aujourd'hui ça sera toujours cool. Le contraire m'aurait étonné donc. Ah oui, quand on se réveille le matin et puis on prend du bon comme c'est ça, j'espère. Bon, pour la bonne énergie que tu as, tu vas donc démarrer la causerie du jour avec ce que tu en penses. L'amitié entre hommes et femmes est-elle possible? Quand je vais parler, vous allez dire que c'est toujours moi. Chez moi là, moi Charlène, je dis oui. L'amitié entre hommes et femmes, c'est possible. Parce que quand vous êtes amis, on se considère en fait comme frères et sœurs. Tu vois, on partage beaucoup de choses. Et j'entends souvent des gens dire que c'est impossible. Moi, je trouve que c'est possible parce que quand tu regardes cette personne comme un frère et une sœur, tu n'auras pas de mauvaises pensées, de pensées noires. Vous voyez naturellement. C'est comme si vous êtes nés de la même mère. Vous pouvez dormir ensemble sur le même lit sans que rien ne se passe. Vous faites tout ensemble. C'est possible. Même se doucher ensemble. Moi, je trouve que c'est possible. L'amitié entre hommes et femmes, c'est possible pour moi. Jacques. Même entre les frères, il y a des limites. N'est-ce pas? Ouais. Quel genre de limite? C'est pas parce que je suis la grande sœur et c'est le petit frère que voilà, au nom de cette fraternité là-haut encore, voilà, au nom de ce lien de sang, on va se permettre de nous doucher, de dormir ensemble, de faire certaines choses ensemble. Je suis désolé. Donc si tu vois ta sœur nue, je viens. Écoutez, vous savez, à un certain âge, qu'on le veuille ou pas, il y a des limites à toute chose. Et à un certain âge également, nous avons des pulsions, nous avons des sensations. Et il est clair qu'on met des limites. Maintenant, quand je reviens à cette histoire d'amitié homme et femme, moi je ne crois pas à 100%. Pourquoi? Parce que, quoi qu'on dise, vous n'êtes pas né d'une père et d'une même mère. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, forcément les sentiments vont naître. Maintenant, non, je viens. Les sentiments ne pourront pas naître dans un autre sens. Peut-être que la personne est tellement plus âgée que toi. Et en ce moment, il y a quand même un respect mutuel qui s'impose. Ou encore, si vous êtes vraiment promotionnel, je vous assure que dans votre fréquentation, à un moment donné, ça va s'installer quelque part. Même si l'autre n'a pas le courage de le dire, à un moment donné, ça s'installe et chacun, en tout cas tout le monde, a des astuces pour essayer de canaliser ça autrement et garder ce lien d'amitié. Quand on me parle d'amitié, ça va plus loin. D'autres personnes vous diront, telle personne, on n'est plus ensemble, mais on garde les liens d'amitié. Mes chers amis, je suis désolé. Moi, en tout cas, chez moi, ça ne marche pas comme ça. Parce que dans cette amitié-là, beaucoup de choses peuvent revenir. Les gens vont jusqu'à dire que, bon, écoute, même si... la définition de l'amitié, c'est, hein, on te dira, non, écoute, même si on n'est plus ensemble, on peut être juste des amis. Juste des amis. Ça te j'ai dérange? tellement envie de rebondir. Juste des amis. Oui. Et Charlène vient tout de suite de dire que quoi? Que c'est des gens qui peuvent faire toutes choses ensemble. Moi, je ne suis pas contre l'amitié. Mais moi, je dis que l'amitié doit avoir
des limites. L'amitié entre hommes et femmes, ça peut exister, mais sachons-le très bien qu'à un moment donné, il y aura des sentiments. Et lorsque les sentiments vont venir, il faudrait qu'on trouve des moyens pour les canaliser. Ou encore, moi, j'aurais même aimé qu'on se déclare des choses, qu'on se dise, bah écoute, tu sais quoi, nous sommes des amis, mais tu me plais beaucoup. On va prendre l'avis d'Ézéchiel sur la question. Ézéchiel, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu as une fois été ami à une fille? Vous savez, c'est difficile hein, parce que c'est une situation qui peut évoluer selon les circonstances. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une amie qui à un moment donné va commencer à vous plaire de par ce qu'elle fait de bien ou non, ou de par ses qualités, ou de par comment elle vous soutient, parce que c'est ça aussi l'amitié, se soutenir. Et donc parfois ça entraîne d'autres sentiments, un peu plus que de l'amitié. Ça peut arriver. Je peux dire que ça peut arriver. Maintenant, après, il faut savoir que les, entre guillemets, bons couples ou les meilleurs couples ou les, disons, les couples qui durent longtemps sont des couples qui sont issus d'une bonne amitié, généralement. Donc, on se dit que, voilà, est-ce que peut-être l'amitié n'est pas un canal, voilà, c'est pas le canal parfait pour aller vers une vie de couple. Je laisse la question en suspens. Mais il faut savoir que, de par mon expérience personnelle, oui, j'en ai connu des personnes, hommes et femmes, qui étaient amis et qui étaient de bons amis. Maintenant, je ne peux pas certifier à 100% qu'il ne s'est rien passé entre eux. Voilà, maintenant, il faut savoir que, voilà, amitié homme et femme, pour moi, ça peut exister, oui, mais ça peut évoluer aussi. Donc, je ne dis pas que ça ne peut pas exister, quoi. Voilà, ça peut exister, mais ça peut évoluer. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que Jacques parle ici de limites. Si vous commencez une amitié, et que par la suite, voilà, vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Moi, je pense que déjà dès le début, vous aviez ça en tête. Déjà dès le début, la personne te plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Déjà le début, au début, vous avez des pensées. Sinon, c'est pas normal. Et puis, il parle aussi de quand je ne suis plus en couple avec un homme, il ne faudrait pas qu'il y ait amitié. C'est faux. Quand vous vous retrouvez, si par exemple demain, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin d'un boulot, tu ouvres une porte, tu trouves ton ex qui est assise là-bas, parce que c'est ton ex, tu vas retourner. Dans cette vie, on ne sait jamais. Donc, l'amitié entre hommes et femmes, là, ça existe bel et bien. Si, à la longue, il y a des sentiments, ça veut dire que chacun des deux avait déjà une idée. Voilà, une idée. Sinon, c'est sincère. Moi, j'ai un ami. Aujourd'hui, il est en France, ce qui fait que les liens sont un peu rompus et tout ça. Mais quand je suis à l'hôpital, hospitalisée et tout ça, il reste avec moi. Quand je dois aller aux toilettes, il m'accompagne aux toilettes. Ça ne veut pas dire... Non. Quoi? C'est quand tu étais souffrance. Non, pas seulement ça. Il vient à la maison, se couche sur le même lit et tout, on cause, on parle de tout et de rien. Ça ne veut pas forcément dire que voilà. Et je le vois comme un frère. Il ne peut jamais rien avoir entre lui et moi. Charlène. Quand Jacques, tu me dis que non, c'est impossible, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Charlène, tu m'excuses. Vous imaginez, moi, petite amie de Charlène. Je vais rendre visite à Charlène. Et je vois un monsieur sur le même lieu que Charlène. Soit disant, si tu n'es pas d'accord, tu pars. Si on me demandait de choisir entre mon petit ami et mon ami, je choisis mon ami parce qu'il a toujours été là et il sera toujours là. Mais le petit ami d'un jour à l'autre, il pourra partir. Ton ami peut partir aussi. Non, quand l'amitié est sincère. On parle ici d'une amitié sincère. Quand l'amitié est sincère. Charlène, on n'est pas... Non, vous avez traversé beaucoup de choses. L'homme, il peut partir à n'importe quel moment. Ton copain part à n'importe quel moment. Ton ami, c'est un homme. Blandine, si tu me permets, Charlène, tu sais... Très rapidement. L'appétit vient en mangeant. Ça, c'est chez toi. Au départ, c'est vrai, vous allez vous dire, c'est l'amitié. Mais à un moment donné, quand il y a fréquentation, les sentiments commencent par naître. Je ne dis pas que ça doit forcément naître. Mais admettons qu'à un moment donné, ça peut naître. Maintenant, il revient maintenant à chaque partie prenante de savoir comment canaliser les choses. Il y a aussi la question d'éducation. Il y a certaines personnes qui très tôt ont vécu dans un environnement où peut-être si c'est le jeune garçon, il y a assez de filles. Peut-être si c'est la jeune fille, il y a assez de garçons. Ce qui a fait qu'elle s'est familiarisée. Et elle évolue normalement. D'ailleurs même, moi je dis, c'est bien. Ça permet à cette personne-là d'avoir une psychologie beaucoup plus équilibrée pour faire la part des choses. Mais n'empêche, c'est tout comme la jeune fille. En tout cas, moi je ne peux pas interdire à ma fille de ne pas avoir des amis. Mais je dirais à ma fille, quand tu auras des amis,
fais beaucoup attention, sache mettre des limites, des freins, des barrières. Si à un moment donné, tu ne sauras plus comment gérer la situation. Amitié entre hommes et filles, oui, ou bien hommes et garçons, qu'est-ce que je dis? Filles et garçons. On peut s'emporter comme ça. Mais il doit y avoir des limites. L'amitié doit avoir toujours des avoir garde-fous. Oui. Alors, si tu permets, Très rapidement, je pense que le débat a été très vite biaisé aussi par Charlène qui a imposé des conditions qui n'étaient pas posées sur le thème que ce moment me développer. Mais il faut savoir que, voilà, moi je suis d'accord avec Jacques plus ou moins parce que l'amitié doit avoir de certaines limites. Je ne peux pas rentrer dans une chambre où je vois ma mes copines ou ma femme coucher sur le même lit avec son enfant disant que son meilleur ami. Et maintenant, parlons du fait que ton petit ami peut partir et que ton ami va rester. C'est pas évident. Hein. Mais les hommes en général partent et viennent. Ok, bon. Je pense qu'on va s'arrêter dessus parce que si on veut continuer ce débat, on risque de ne pas en finir. On a tellement de choses à livrer à nos chers téléspectateurs. Merci à vous pour vos apports. J'espère que vous à la maison également, vous saurez faire la part des choses quand vous avez des amis femmes ou bien des amis hommes. Sachez tout simplement comment entretenir cette relation pour ne blesser personne, surtout à l'extérieur. C'est très important. Aussi, que les téléspectateurs donnent leur avis peut-être sur nos réseaux. Comme ça, on saura quand même prendre un peu la température au niveau de la population et des téléspectateurs. Merci beaucoup, Jacques. Nous allons donc continuer cette émission et à présent, place à l'info du jour. Covid-19, une hausse de contamination liée au variant Flirt. Alors, plus contagieux et résistant au vaccin, le variant Flirt du Covid-19 cause une hausse des cas en France et en Europe. C'est un reportage à suivre de nos confrères de France Info. Perçu comme de l'histoire ancienne, le Covid connaît un rebond en France. La semaine dernière, les consultations pour suspicion de Covid ont augmenté de 38%. Et plus de 2000 passages aux urgences ont été enregistrés, soit une hausse de 40% en une semaine. La cause de cette recrudescence, un nouveau sous-variant du virus surnommé Flirt, qui progresse dans toute l'Europe et semble plus contagieux et résistant au vaccin, mais moins agressif. Aucune incidence donc pour l'instant sur les services de réanimation, mais le déclin immunitaire de la population fait redouter une hausse importante des cas au cours de l'été. Les autorités rappellent qu'une campagne de vaccination à destination des plus fragiles a débuté en avril et appellent à la poursuite des gestes barrières. Perçu comme de l'histoire ancienne, le Covid connaît un rebond en France. La semaine dernière, les consultations pour suspicion de Covid ont augmenté de 38%. Et plus de 2000 passages aux urgences ont été enregistrés, soit une hausse de 40% en une semaine. La cause de cette recrudescence, un nouveau sous-variant du virus surnommé Flirt, qui progresse dans toute l'Europe et semble plus contagieux et résistant au vaccin, mais moins agressif. Aucune incidence donc pour l'instant sur les services de réanimation, mais le déclin immunitaire de la population fait redouter une hausse importante des cas au cours de l'été. Les autorités rappellent qu'une campagne de vaccination à destination des plus fragiles a débuté en avril et appellent à la poursuite des gestes barrières. Perçu comme de l'histoire ancienne, le Covid connaît un rebond en France. La semaine dernière, les consultations pour suspicion de Covid ont augmenté de 38%. Et plus de 2000 passages aux urgences ont été enregistrés, soit une hausse de 40% en une semaine. La cause de cette recrudescence, un nouveau sous-variant du virus surnommé Flirt, qui progresse dans toute l'Europe et semble plus contagieux et résistant au vaccin, mais moins agressif. Aucune incidence donc pour l'instant sur les services de réanimation, mais le déclin immunitaire de la population fait redouter une hausse importante des cas au cours de l'été. Les autorités rappellent qu'une campagne de vaccination à destination des plus fragiles a débuté en avril et appellent à la poursuite des gestes barrières.
Voilà le variant Flirt qui cause déjà beaucoup de soucis, beaucoup de polémiques en France, en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, ça me fait déjà flipper. Parce que je n'ai pas envie de revivre cette période qui, ma foi, a été très bouleversante pour plus d'un. Bah oui, Sur le plan socio-économique, sur le plan politique. Ça a fait d'énormes dégâts et franchement, si on doit revivre ça... Bon, vous savez, moi, on a connu, Jacques en est témoin, on a connu tellement de variantes de la Covid qu'aujourd'hui, voilà, on en sourit presque parce que on est passé par les Omicron, par les Alpha, Méga, Beta, j'en passe. Hein. Bon, je pense que c'est juste enfin, un petit moyen de pouvoir se réveiller, de savoir que la maladie est toujours là. Maintenant, après, il faut juste continuer à prendre les mesures qui étaient déjà présentes, notamment le port du masque et autres, même si je doute beaucoup que les gens puissent revenir à cette habitude-là qui a été très, très étouffante, entre guillemets, pour eux. Oui, maintenant, après, je pense qu'il faut quand même continuer à respecter les mesures, barrières et essayer de limiter un peu la propagation. Et puis, c'est pas juste en France, c'est un peu partout dans le monde actuellement. Donc, voilà. Moi je dirais que en fait c'est une situation qui ne me surprend pas. Pourquoi? Parce que quand on a homologué les vaccins, il était aussi question des doses de rappel. Et donc puisqu'à un moment donné on s'est rendu compte que il y avait assez de mutations au niveau du virus. Et moi je savais forcément que d'un jour à l'autre on devait assister à une réapparition du virus sous autre forme. Donc moi je dirais déjà que c'est un retour des masques qui s'annonce, et surtout quand je prends le cas du Sénégal, le cas avec les pèlerins de la Mecque et tout, donc je me dis que on assiste déjà progressivement à un retour de la pandémie de Covid-19. Je ne vais pas encore pour le moment le qualifier cela de pandémie, mais sachons très bien que le virus est présent. Il quitte à nous maintenant de prendre des dispositions comme Ezekiel vient de le dire, et ça m'amène à réfléchir un peu. Est-ce que quand on ne parlait plus de la Covid-19, on a baissé la garde? Est-ce que les mesures d'hygiène ne sont plus respectées? Est-ce que c'est tout cela qui entraîne aujourd'hui un retour des masques? Il faudrait que cela attire notre attention, parce que quand on parle de l'hygiène, quand on parle de la propreté, ce n'est pas seulement à cause de la Covid-19. Hein, il faudrait qu'on comprenne que dans nos maisons, sur un lieu de travail, même dans les restaurants, les mesures d'hygiène doivent être respectées. Vous imaginez, vous allez dans un restaurant, le serveur qui vient n'a pas son cache-nez. Le serveur n'a pas peut-être sa charlotte pour couvrir la tête. Et ça ne nous dit rien. Vous allez sous d'autres cieux, vous avez tout ce dispositif-là. Et ceux qui, excusez-moi le terme, ne maîtrisent pas vraiment vont commencer par se moquer de la personne. Oh, on est encore en période de Covid-19. Oui, il en fait trop. Il en fait trop. Alors, sachant très bien qu'en réalité, la Covid-19 est venue nous rappeler certaines mesures d'hygiène. Alors, retour au masque, retour au respect des règles d'hygiène, moi je dirais. En tout cas, sincèrement, moi je ne m'y attendais plus. Je ne m'y attendais vraiment plus. Et puis, je lance un appel à la population. Il faudrait qu'on se relève et tout, qu'on pratique les règles d'hygiène qu'autrefois nous pratiquons. Et je sais pas, mais ce qui m'a toujours étonné, c'est que quand tu vas quelque part, tu rencontres quelqu'un, la personne veut toujours te serrer la main. J'ai toujours trouvé ça bizarre, sans savoir qu'il y aurait le retour d'une autre forme de la Covid. Donc, en tout cas, prenez soin de vous, protégez-vous, et ça permettra également de protéger les autres. Voilà. Je pense que c'est parce que le masque aussi est tombé qu'on a tout de suite oublié que la maladie était toujours présente. Mais je pense qu'avec ce petit rappel-là, les gens vont commencer à se réveiller. Oui. Réveillons-nous, l'heure est grave. Et comme Jacques l'a dit, tâchons de respecter les gestes barrières, surtout les gestes d'hygiène, c'est très important. Et parlant d'hygiène, nous aurons un expert sur ce plateau tout à l'heure pour en débattre. Mais avant cela, nous allons marquer une courte pause et nous revenons juste après. Tour sur ce plateau, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et nous poursuivons cette émission et tout de suite le jingle de défi de la semaine. L'expert des défis est encore
sur ce plateau ce matin pour nous proposer un défi à relever tout au long de cette semaine. Alors Ezekiel, dis-nous. L'espère, hein, la pression est constante, la pression est très haute déjà ce matin. Alors, Oui. j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Vous allez bien. Dans la mesure où tu ne nous proposes pas un truc Trop compliqué, hein. trop compliqué, Non, je pense qu'on peut gérer. Ça va. Rien de compliqué. Hein. Charlotte nous parlait du bon plat de com qu'elle a pris ce matin avant d'être parmi nous, donc elle déborde d'énergie. En tout cas. On espère que ce com était bien riche, voilà, en Bien aliments. riche, hein. Vous me voyez venir, je veux proposer un défi sur l'alimentation aujourd'hui, Ok. une alimentation saine, voilà, pour vous cette semaine, à essayer pour les personnes qui n'ont pas souvent l'occasion de le faire parce que les gens sont très occupés de nos jours, hein, et ne peuvent plus aller à la cuisine, donc c'est chaque fois, voilà, chercher quelque chose à manger dehors, pas forcément très sain, entre guillemets, qui ne cuisinent pas beaucoup, et puis des repas qui ne contiennent pas l'essentiel, voilà, de ce qu'il faut, parce qu'une alimentation saine, c'est une alimentation qui vous donne les nutriments nécessaires pour voilà, mieux prendre soin de votre corps et aussi de votre esprit, hein, parce que nous sommes vraiment ce que nous mangeons. Maintenant, quels sont les dangers d'une mauvaise alimentation? Alors, il faut savoir que quand on parle de mauvaise alimentation, on peut parler aussi d'une carence, voilà, en alimentation. C'est-à-dire qu'une personne qui ne mange pas voilà, suffisamment, et aussi une personne qui ne mange pas bien. Donc, il faut savoir qu'une carence alimentaire voilà, peut affaiblir votre système immunitaire tout simplement, parce que quand tu ne manges pas bien, tu te sens tout le temps faible. Même quand on est malade, souvent on nous dit si tu ne manges pas, tu ne vas pas bien récupérer, parce que voilà, il faut que les médicaments ou bien les produits que vous prenez travaillent aussi. Donc, c'est important de bien manger au niveau quantité suffisamment, c'est ce que je veux dire, mais il faut aussi manger sain, voilà, pour protéger son cœur, parce que trop de graisse, trop d'aliments déséquilibrés ne sont pas vraiment à votre avantage, ni de votre corps ni de votre esprit, hein. Donc le rôle d'une alimentation mauvaise est en effet aussi prouvé par de nombreuses pathologies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, j'en ai parlé. J'ai pris un peu un échantillon, une étude réalisée en France où 3,7 millions de diabétiques traités en France en 2015 sont en surpoids et en obésité à cause de leur mauvaise alimentation. Donc vous voyez que juste l'alimentation peut vraiment vous créer beaucoup de petits soucis au niveau de votre santé, et surtout chez les enfants. C'est très important chez les enfants, disons les jeunes enfants, pour bien grandir, il faut manger des aliments qui favorisent la croissance des enfants aussi, et puis éviter pour eux tout ce qui est graisse, parce que lorsque l'enfant est déjà en surpoids ou en obésité dès les bas âges, c'est compliqué après voilà, de revenir dans la bonne forme. Donc c'est très important chez les enfants de surveiller voilà, leur alimentation pour éviter justement qu'ils ne se retrouvent pas à ce niveau. Il y a à un moment donné en Europe, surtout aux alentours de la pandémie de Covid-19, on a eu beaucoup d'enfants obèses parce qu'à la maison on mangeait n'importe quoi et on mangeait beaucoup trop. Donc voilà, c'est important vraiment de surveiller ça, surtout chez les enfants. Ezekiel, voilà, je t'arrache les mots. Il faut dire aussi que je voudrais beaucoup plus mettre l'accent sur l'alimentation des enfants, des jeunes. Pourquoi? Parce que il y a des enfants qui sont, permettez, hein, qui sont capricieux. L'enfant vous dit, papa, je veux manger tel. Et il y a des parents aussi qui n'arrivent pas vraiment à aider les enfants, à dire non aux enfants. Et excusez-moi, beaucoup plus les mamans. Elles sont tellement affectives, elles aiment tellement leurs enfants que quand l'enfant demande quelque chose, ne pas satisfaire les besoins de l'enfant, elles pensent ça comme si elle ne joue pas vraiment son rôle de maman. Elles leur font du mal. Alors, elle donne ça à l'enfant. Le lendemain, l'enfant reprend. À un moment donné, quand on veut priver l'enfant, l'enfant se met à pleurer. Quand l'enfant pleure, la même personne te dira, il faut lui donner ça, non. Il n'aime pas ça. Il va se fâcher. Hein. Pourquoi? Il faut le laisser se fâcher. C'est pour son bien. Je t'imagine en tant que papa. En tout cas, ce message doit aller aux grands-mères et aux grands-pères. Les pépés, les mémés là. Oui, c'est eux qui gardent plus les enfants. Que non, pourquoi tu cries sur l'enfant? Laisse-le faire ce qu'il veut. Il n'est pas... Tu as fait plus que ça avant. Et l'enfant reste par terre, il agite ses pieds là. On dit, il n'aime pas ça. Il faut pleurer. Et très rapidement, c'est au caprice. Pleure. Après, tu comprendras qu'on te faisait du bien. N'est-ce pas? Non, je suis vraiment sérieux là-dessus. Cette éducation au niveau des enfants, ça me tient. C'est vrai que ça fait rire, mais c'est très sérieux. Un truc à prendre au sérieux. Alors, Ezekiel, pour résumer notre défi du jour.
Alors déjà, avant de résumer le défi, je vais vous dire, parce qu'il faut donner aussi les moyens aux gens de pouvoir bien manger, alors je vais vous dire ce que l'on peut manger pour voilà, assurer, voilà, assurer en tout cas son corps, protéger son cœur du diabète et des maladies cardiovasculaires. Alors il faut savoir qu'il faut avoir vraiment une alimentation variée qui va comprendre des fruits et des légumes à la base. Comme vous avez appris au CE1 ou CE2, non, je ne sais plus, manger 5 fruits et légumes par jour, voilà. Consommer moins de sel, voilà, pour protéger le cœur, comme je le disais. Un peu de matière grasse, mais vraiment ce qu'il faut, voilà, pour le corps et pas plus. Limiter la consommation de sucre aussi, parce que des sucres, on en a beaucoup de types aujourd'hui sur le marché. On en prend n'importe comment aussi, que ce soit dans nos plats, voilà, nos nourritures un peu locales aujourd'hui, à Galido aussi, tout ça, tapioca, etc. Voilà, ça abonde de sucre. Maintenant, il faut aussi savoir bien s'hydrater. Voilà, c'est au moins 1,5 litre d'eau, voilà, avoir 2 litres d'eau par jour. Et voilà, éviter de consommer de l'alcool de façon générale et dangereuse, parce que, bon, ne pas éviter, mais limiter. Voilà, il faudrait limiter. Voilà, limiter, parce qu'on peut empêcher les gens de prendre de l'alcool, mais limiter l'alcool de façon dangereuse et nocive, parce que boire en tomber à la renverse, voilà, c'est pas très commode aussi. Merci beaucoup, Ezekiel. J'espère que nos très chers téléspectateurs auront à prendre tout simplement partie de ce défi-là pour respecter franchement le fait de manger sainement. C'est très important. Ça y va de notre santé et de notre bien-être. Merci beaucoup, Ezekiel. Alors, nous allons poursuivre cette émission et nous allons parler du hockey chez l'enfant. Il n'est pas ni enfant ni adulte. Il crée même une rythmique accompagnée de sons aigus qui laisse place à une sensation de mal-tête. Le hockey, puisque c'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui, pardon, nous allons en parler, tenez-vous bien, c'est le cas des enfants qui nous intéresse. C'est juste après le jingle. Alors voilà, aujourd'hui nous allons parler du hockey chez l'enfant. L'espère. Bon, ben écoutez, je suis pas tu n'es pas l'expert. C'était prêté le mot pour faire Jean-Jean, mais tu n'es pas expert. Ça me plaît quand même. Je savais. Eh bien, quand on parle de l'hockey, comme tu l'as si bien dit dans ton introduction, il faut dire que ça n'épargne ni enfants ni adultes. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler des enfants. Parce que quand ça arrive aux enfants, même les adultes sont dérangés. Ils se sentent dérangés. Surtout le bébé, on se sent dérangé. On dit, cet enfant-là, qu'est-ce que je peux faire à cet enfant? Et il s'en rend mal à l'aise. Et généralement, et vu que nous sommes en Afrique, quand on parle du hockey, on dit, c'est le petit enfant. Surtout quand on est en famille, on dit non, il faut mettre un tissu de pagne au niveau de sa fontanelle, c'est-à-dire ici, parce que la dernière fois j'en ai parlé, c'est une suite logique quand même de ce que nous avions abordé la dernière fois. Alors on met le tissu au niveau du milieu ici qu'on appelle la fontanelle au bébé, on dit ça va calmer, voilà. Mais avant d'aller, je ne te coupe pas, mais est-ce que ce ne serait pas bien de dire aux téléspectateurs ce qu'est le hockey? Merci. C'est très important parce qu'on en parle, mais est-ce qu'ils comprennent forcément? Alors il faut dire que le hockey est une contraction involontaire. D'accord, involontaire et brusque du diaphragme suivi par une fermeture rapide des cordes vocales. Donc quand on parle du diaphragme, c'est beaucoup plus ici. Donc lorsqu'il y a une contraction brusque et involontaire, et ça va vous amener à faire le hockey, vous allez entendre quand même ce son là, le hic. Ouais. Tu connais. Tu en sais quelque chose. Tu en sais quelque chose. Donc, il faut dire que c'est très souvent ce qui arrive. Mais il faudra dire que quand cela se produit, il y a plusieurs facteurs quand même qui sont à la base. Et il faut quand même arriver à connaître ces facteurs-là. Et quand ça persiste, trouver une solution. Alors, si je peux continuer par rapport à ces facteurs-là, j'en ai énuméré 4. 4 pour vous rapidement ce matin. Il y a l'alimentation. Et généralement pour l'alimentation, vous pouvez le constater. Lorsque on nourrit le bébé au sein, vous allez constater qu'à un moment donné, juste après, l'enfant commence par faire le hockey. L'enfant commence par faire le hockey. Alors il faut dire que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mécanisme, c'est-à-dire que quoi? L'enfant a avalé de l'air. Pendant l'allaitement, vous voyez, voilà, l'enfant a avalé de l'air ou l'enfant a pris du lait trop vite. Il n'y a pas que question du lait, il y a aussi l'alimentation. Soit l'enfant a mangé trop vite
où l'enfant en mangeant a avalé quand même aussi assez d'air. Donc cela peut entraîner le hoquet. Il y a aussi l'excitation ou le stress. Souvent, quand on est excité, on est stressé, cette stimulation excessive là peut aussi déclencher le hoquet. Il y a le changement de température. Ça peut vous surprendre, ça peut étonner. Eh bien, le changement de température également peut être à la base. C'est-à-dire que quoi? Lorsque vous passez d'un environnement chaud à un environnement froid ou encore l'inverse, ça peut entraîner quand même ce hoquet. Il y a également la digestion et je veux beaucoup plus mettre l'accent sur la digestion. La digestion aussi est un facteur. Pourquoi? C'est-à-dire que lorsque il y aura une distinction de l'estomac, distension pardon, de l'estomac dû à une suralimentation, cela peut entraîner des contractions brusques. C'est-à-dire que quoi? Vous avez tellement chargé, donc à un moment donné, il y a un problème. Donc cela peut entraîner le hoquet, cela peut vous amener à faire le hoquet surtout chez les enfants. Donc, comme on vient de le dire, on parlait de l'alimentation. Cet enfant-là, on en a donné. L'enfant commence pas à faire ses caprices. Et le mémé ou bien voilà, le pépé dit il faut encore lui en donner. Et à un moment donné, cet enfant-là peut être amené à faire le hoquet. Et généralement, je peux poursuivre en vous disant que quand ça se passe comme ça, là, c'est en ce moment-là qu'il y a intervention du tissu, surtout chez les enfants. Mais au niveau de la fontaine. Oui. Alors, dis-moi, pourquoi cette idée-là? Est-ce que c'est parce que les grands-parents ont l'habitude de dire que quand on met le tissu là-bas, est-ce que franchement... Est-ce que ça fonctionne? C'est ce que moi je veux savoir. Est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est une question pertinente. Mythe ou réalité? Mythe ou réalité? C'est ça même l'esprit de la rubrique que sais-je. Mythe ou réalité? Vous savez, avant de répondre à votre question, je voudrais partager avec vous une petite histoire. Il y avait une jeune maman qui venait d'être mère. Vous savez, quand on est fraîchement mère, on est tellement attentionné. Et une fois, elle a fini d'allaiter son enfant et elle constate que le bébé fait le hoquet. Alors très vite, vous savez, elle est très intentionnée, les mamans là, et elle est allée voir sa cousine, sa voisine. Et donc elle expliqua à la voisine ce qui se passe. On l'a référé vers une grand-mère, une mémé qui est très reconnue pour ses astuces de grand-mère, ses astuces traditionnelles. Et selon les voisins, ça marche très bien. Donc elle a demandé à cette dame-là de prendre un petit tissu, un morceau du tissu, pour mettre au niveau de la fontanelle de l'enfant et que cela devrait s'arrêter. Curieusement, je dis bien curieusement, la dame est allée chercher un tissu avec des émotifs colorés pour essayer de mettre donc sur le dessus la partie molle là qui est la fontanelle du bébé. Je vais encore le dire, curieusement, ça a marché. Et la grand-mère dit qu'elle a reçu ça, c'est que c'est héréditaire. C'est-à-dire qu'elle a reçu un héritage de génération en génération. Et la jeune dame aussi s'est permise de faire quoi? D'en parler à tout le monde au village pour dire que, écoutez, c'est ainsi, quand il y a le hoquet chez l'enfant, vous l'utilisez, ça marche. Maintenant, que dit la science? Scientifiquement, c'est pas prouvé. Déjà, ce que tu nous as raconté, ça ressemble beaucoup à une légende. Donc, déjà, on tend vers un peu le mythe parce que, voilà, on sent un peu le mythe arriver. Mais je te laisse quand même continuer. Moi, je dis que c'est suite à des expériences enchaînées que les mémés ont déduit que voilà, ça marche. Je suis d'accord. Tout à fait. Il faut dire que par moment, il y a des coïncidences qui nous font croire que c'est une réalité, c'est une vérité absolue. Et il y a des cas dans lesquels ça ne fonctionne pas. Vous allez quand même constater que plusieurs fois quand l'enfant fait le hoquet, on met ce tissu là au niveau de la fontanelle, ça ne se calme pas. Ça ne se calme pas. Et pourtant on dit, mais on a mis ça, non, on a mis le tissu. Mais ça continue. Alors il faut dire que scientifiquement, cela n'est pas prouvé. Ce sont des croyances populaires et qui, en tout cas, ça peut marcher comme ne pas marcher. Parfois c'est juste psychologique aussi. Exactement. Dès qu'on va mettre ça, ça va passer. C'est comme l'histoire des médicaments qu'on a pris une fois, qui n'étaient pas vraiment les médicaments pour ce qu'il avait, mais curieusement il a eu la guérison. Voilà, donc je pense que ça peut être psychologique aussi. Ouais. Alors donc je vais plutôt plus vous proposer, vous donner des conseils. Alors ce qu'il faut faire, c'est d'alimenter son enfant lentement. Je pense qu'on l'a toujours dit que quand on mange, on ne fait pas du bruit. Quand on mange, on prend le soin, on ne parle pas, on prend le soin de bien mâcher. Voilà, on ne parle pas. Donc prenez le soin de bien alimenter votre enfant. Et lorsque l'enfant finit de manger, il y a ce que nous appelons le rôter. C'est-à-dire que quoi? Et on dit, il a fait, voilà, goli, comme on le dit souvent. Voilà. Alors, quand l'enfant fait ça,
l'enfant chasse l'air qui était rentré. Ah. Donc ça évite que cet enfant-là fasse le hockey après. Et souvent aussi, on recommande de l'eau. De l'eau, il faut prendre quelques gorgées d'eau. Donc voilà, il faut prendre ça. On m'a conseillé une fois de prendre 7 gorgées d'eau. 7 fois, non? Oui, à 7 secondes de différence, je vous assure que j'ai failli mourir dans ce pays. Non, mais moi j'ai essayé, ça marche avec de l'eau. Ça marche parfois, mais voilà, en tout cas chez moi, très rarement. Très rarement. Oui, très rarement. Et parfois même, il est conseillé de changer la position du bébé. Donc changer la position du bébé ou encore essayer d'agiter cet enfant-là pendant un moment, ça peut aider. Donc l'eau tiède aussi, ça peut aider cet enfant. Mais parlant de l'eau, chers amis, ayons des eaux, en tout cas de l'eau minérale à côté. N'allons pas juste au robinet pour les bébés. N'allons pas au robinet, on ouvre et puis on l'apporte, on dit voilà, il faut lui donner. Il faut lui donner. Mets ça dans la cuillère. Voilà, mets ça dans la cuillère. Non, c'est très important. Donner même avec une manière, parce que dans la cuillère pour le bébé ça peut être dangereux. Il faudrait peut-être mettre dans un biberon, autre que peut-être celui du lait, bien propre, bien lavé, et puis bon, je pense que ça passe crème. Donc voilà. Mais je pense que ça dépend. Bon, c'est vrai, je suis pas encore maman, mais j'ai une petite idée sur la chose. Généralement, quand on fait un bébé, on dit qu'il faut un certain nombre de mois avant de commencer par donner de l'eau au bébé. Maintenant, quand c'est comme ça, on pratique les autres conseils. Non, il faut vraiment respecter les instructions que nous recevons de nos médecins. Et je vais marteler sur ceci, quand le hockey persiste, il faut forcément aller voir un pédiatre parce que cela explique d'autres facteurs. D'autres facteurs peuvent se cacher derrière ce hockey-là et qu'on ne peut pas très vite détecter. Alors, le spécialiste est mieux indiqué pour vous aider. Maintenant, par rapport à ce qui concerne l'eau, la prise de l'eau, lorsqu'on dit cet enfant ne doit pas prendre l'eau dans cette période donnée, respecter cette période-là. Alors, raison pour laquelle il est important de savoir comment alimenter son enfant et utiliser d'autres méthodes, essayer de secouer juste légèrement l'enfant, essayer de changer, de changer la position de cet enfant-là pour essayer de le calmer. Sinon, tout de suite, lui donner de l'eau. Vous imaginez un enfant qui vient de naître et si peut-être juste après l'allaitement, cet enfant a fait l'hockey. Est-ce que tout de suite, on va lui donner de l'eau? Il y en a qui vont donner. Je pense que ce sont les spécialistes du domaine qui maîtrisent ça. Vous voyez les changements de position dont je parlais. Voilà, si vous faites toutes ces choses et vous trouvez que votre bébé, il a toujours le hockey, direction hôpital. Voilà. Allez voir le pédiatre et lui, à coup sûr, il saura quoi faire. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Jacques. Aujourd'hui, avec Charlène Anaté, nous allons parler des astuces, mais après le jingle, s'il vous plaît. Pas dimanche. Retour sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et à présent, c'est la rubrique recette de la semaine. Encore une fois, Charlène est venue sur ce plateau et a décidé de ne pas nous faire manger. Bon, ce n'est pas grave. Non, mais quand je donne des astuces, c'est également très important, hein, surtout pour nous femmes. En tout cas. Voilà, donc c'est important, ce que j'ai à dire. Et nous les hommes. On va prendre ça comme ça. Jacques, combien de fois tu vas en cuisine? Je vais te surprendre. Pour l'heure, aujourd'hui, je vais donner 2 petites astuces. Voilà, la première, c'est comment éviter que sa sauce ou de l'eau qui bout, bien sûr, déborde de la casserole et se renverse dans de l'eau. On sait très bien, généralement, quand on veut préparer des pâtes spaghetti ou macaroni, quand l'eau bout et qu'on renverse nos pâtes là-dedans, ça bout et puis l'eau déborde et se renverse dans, dans le feu. Alors quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher une cuillère en bois. Bon, généralement on dit cuillère, mais les louches en bois. On va voir des exemples s'afficher à l'écran. La louche, vous prenez et vous mettez au-dessus de la marmite, tout simplement. Donc voilà, c'est en bois, bois surtout. J'avoue que j'ai déjà une idée aussi un peu de... Voilà, en bois, je précise en bois. Et si je prends la spatule, ça peut faire aussi? La spatule également. Voilà. L'important c'est que ça soit en bois. Voilà, ça empêche à ce que l'eau monte et ne déborde. Ah bon? C'est curieux. Curieusement, moi je pense que j'ai vu l'astuce aussi quelque part. Et une fois,
voilà, en train de faire voilà, le bail de spaghetti macaroni là. J'étais même pas là, mais constatant que c'était en train de monter, ça m'est venu comme ça et j'ai placé la spatule. Voilà, ça a marché. Curieusement, l'eau n'est pas montée. Hein. Ça marche. Et puis il y a d'autres astuces vraiment qui vont te surprendre encore plus que celle-là, hein, Jacques. C'est le cas de la sauce d'arachide, également de la sauce graine qu'on appelle des coups. C'est une sauce, quand tu prépares, il faut d'abord diminuer le feu parce que tu n'as pas forcément le temps de rester là et surveiller. Voilà, dès que vous mettez votre louche, spatule en bois, là-dessus, c'est fini. Ça ne monte plus. Pour la sauce graine, je sais qu'il y a de ces personnes qui mettent une petite assiette au fond, à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses. Même il y a, quand vous pilez les graines, quand vous finissez de recueillir le jus, vous prenez la pulpe, on dit. Oui. Voilà, vous mettez ça d'un côté, d'un côté de la casserole. Ça ne se verse plus. Seigneur. Voilà. Il y a beaucoup de ces astuces qui épatent vraiment. Il y a des questions, je continue. Comme nous, on maîtrise mieux spaghetti. Merci mon frère. Je pense que c'est bien clair. Maintenant, pour la deuxième astuce, quand on fait un plat, une sauce qui est très pimentée, comment la rattraper? On est pressé, on veut recevoir la belle famille. Souvent, tu n'as pas tes on veut bien faire. Le père t'envoie un message pendant que tu es occupé en train de faire la cuisine. Tu es en train au même moment, tu es en train de renverser le piment dans la sauce et puis voilà, tu renverses le tout. Pas de panique désormais. Vous n'avez qu'à prendre une pomme de terre que vous allez éplucher, laver et puis l'introduire dans la sauce. Ça va absorber le piment là. Ça va absorber, je vous dis. Absorber l'excès. Alors, moi je veux comprendre. Est-ce que ça va absorber tout le piment ou l'excès de piment qu'il y a? L'excès. Mais attendez, mais comment la pomme de terre fait pour mesurer l'excès de piment? Plus la pomme de terre dure dans la sauce. Ok, plus il y aura. Voilà, là je comprends mieux. Voilà. Donc il y a un temps. Voilà, en fonction du piment que vous avez mis dans la sauce, d'accord. En fonction de ce que vous voulez. Voilà. Bon. C'est une astuce. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Non, je prends les repas qui sont simples à cuisiner pour les hommes. J'aide mes amis hommes. Est-ce que vous voyez? Imaginez-moi, Jacques, je fais riz au gras. Et à la fin, je découvre que c'est tellement pimenté. Mais c'est trop tard. Est-ce que dans ce cas-là, ça peut aider? Non, ça peut pas aider. Je pense que pour le riz au gras, pour la sauce en fait. Oui, pour la sauce, avant d'introduire le riz dans la sauce, voilà, parfois là, c'est à la fin, tu t'en rends compte. Tu dois goûter avant. Pour voir s'il y a Jacques du ne cuisine pas. Si le bouillon, ça va. Jacques ne cuisine pas. Il faut commencer par rentrer à la cuisine. Jacques ne cuisine pas. Déjà, quand c'est c'est sûr. cuit, tu ne peux plus rien faire. Bah oui, c'est fini. Je pense que pour faire du riz au gras, il faut d'abord faire une sauce avant d'introduire le riz. Donc on fait la sauce, on goûte la sauce, on remarque que c'est trop épicé. On ajoute les pommes de terre d'abord. Quand vous prenez juste un peu, vous faites comme ça là. Quand vous goûtez. Non mais Jacques. Même pour les spaghettis qu'on fait en rouge là, tu dois forcément goûter avant de mettre. Sinon quand tu mets c'est fini, tu peux plus rien. Quand tu mets ton riz et que c'est presque à la fin de cuisson et tu goûtes, il n'y a pas du sel ou il n'y a pas le bouillon qui n'est pas au point. Tu fais comment? Tu rajoutes et puis tu mélanges. Genre c'est à la fin tu goûtes. Non, il faut faire un composé des épices là, tu gardes. Quand ça ne suffit pas, pendant que tu te sers là, tu arroses un peu. Jacques, tu n'es pas sérieux. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Franchement, tu ne rentres pas en cuisine. Franchement, toi, tu ne rentres pas en cuisine. Tu ne rentres pas en cuisine. Charles, c'est tout aujourd'hui. Merci beaucoup. Il était question aujourd'hui de deux astuces. La première, c'était de mettre une spatule en bois sur la casserole pour éviter que l'eau déborde, surtout quand on fait du spaghetti ou bien du macaroni. Et puis la seconde astuce, c'est de mettre de la pomme de terre dans une sauce qu'on juge trop
épicé. Voilà. Merci beaucoup, Charlène. Nous marquons une courte pause encore une fois et nous recevons notre invité après cette courte pause. Et notre invité est déjà là, bien installé. Avec lui, nous allons parler aujourd'hui de l'hygiène du lieu de vie. Bonjour, monsieur Bénissant était Anani Nathanaël. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Non, c'est bon. Merci d'être sur ce plateau. Avec vous, nous allons nous entretenir sur la propriété de nos intérieurs. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est quelle est la fréquence recommandée pour nettoyer les différentes maisons d'une pièce? Parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, je peux balayer le matin, c'est parti pour demain matin. Quelle est la fréquence recommandée? Ok, cette fréquence, elle n'est pas standard. Ça dépend. Si par exemple je vis dans une chambre au salon, Oui. Le salon souvent est plus utilisé dans la journée. Il se pourrait que la chambre, je vis seule. Donc je peux nettoyer les deux aujourd'hui, mais le lendemain, je n'ai pas besoin de nettoyer la chambre à coucher. Donc souvent nous avons le salon, la chambre, la cuisine et les toilettes. Le salon, c'est chaque jour. La cuisine, plusieurs fois dans la journée. C'est ça. Les toilettes, ça dépend aussi de la fréquence d'utilisation. S'il y a plusieurs personnes dans la maison qui utilisent les mêmes toilettes, il faut que ça soit nettoyé plusieurs fois. Donc, ce n'est pas aussi standard. Ça dépend de la fréquence, du nombre de personnels qui utilisent ces surfaces par jour. Et parlant de cet entretien, moi je suis curieux de savoir les produits les plus adaptés parce que nous avons un pléthore de produits sur le marché. On ne sait même plus quel produit faut-il choisir parce qu'il y a aussi la publicité, on ne sait plus. Alors, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous nous recommandez? Au fait, comme vous venez de le dire, il y a plusieurs produits nocifs qui sont dans ce domaine. On va même jusqu'à dire le danger des produits de nettoyage. Ouais. Et je donne même l'exemple, ce que nous utilisons souvent, la jasvite, le détergent sol, le javel et parfois l'acide. Tous ces produits sont nocifs pour celui qui l'utilise et pour ceux qui on l'utilise. Si par exemple je viens ici et je vais faire le décapage de cette salle par exemple et que j'utilise de l'acide, une salle hermétiquement fermée, le chlore que l'acide dégage l'instant T où je nettoie peut faire 1 mois dans cette salle. Donc moi après mon départ, vous qui vivez dedans, vous allez inhaler ça pendant tout ce temps. Bon, quand tu prends par exemple la jasvite c'est un nettoyant concentré qu'il faut normalement diluer avant l'utilisation. Mais le fabricant ne nous le dira jamais. Donc quand tu prends 1 litre de jasvite aujourd'hui, je peux en faire 15 litres. Mais en tenant compte de l'eau. Quelle eau on n'utilise pas, l'eau de robinet ni de puits. Eau déminéralisée. Ça ne coûte rien. Les 5 litres sont à champignons, à ranco, à 1000 et quelques ou à 2000. Donc quand tu achètes une bouteille d'ajasvite, tu peux en faire 15 litres. Ça veut dire quoi? Tu fais chuter la toxicité du produit. Et qu'en l'utilisant, tu seras plus exposé aux produits chimiques. Donc, pour venir même à ta question, aujourd'hui, les produits adaptés. Ça ne veut pas dire que je fais de la publicité pour un produit et un autre. Si tu veux nettoyer ta cuisine, par exemple, tu peux utiliser, par exemple, du bicarbonate. Du bicarbonate. Il y a bicarbonate alimentaire et bicarbonate ménager. Il faut faire beaucoup attention. La différence, c'est que le ménager est bien purifié, c'est bien traité. L'alimentaire plutôt est bien traité, purifié, il n'y a pas de déchets dedans. Est-ce que c'est pour la consommation? Non. Oui, on l'utilise pour désinfecter par exemple tous les légumes, nettoyer le frigo, etc. Ça c'est l'alimentaire. Maintenant il y a le ménager. Mais l'alimentaire aussi tu peux l'utiliser pour nettoyer. Pas un danger pour ça. Mais il y a le ménager. Le ménager par exemple tu peux l'utiliser dans les toilettes. Il y a aussi un problème.
surtout au niveau des toilettes. Quand je prends ta maison par exemple, toi qui m'as posé la question, tes toilettes à la maison, les germes qui sont dedans ou bien les microbes qui sont dedans sont tes voisins. Ils sont même parfois inoffensifs. Ils sont là, ils te regardent, tu passes. Maintenant, quand tu vas leur utiliser par exemple du javel pur, concentré, ces microbes se mutent, créent des films et deviennent dangereux. Ils sont les agressés. Voilà, très agressifs. Alors, quand tu prends le vinaigre blanc ménager, par exemple, c'est entre 10 et 15 degrés d'acidité. Tu vois, ça, c'est bon pour les toilettes. C'est ça. Ouais. Néanmoins, tu peux utiliser le javel, on ne refuse pas. Mais quand il faut le diluer, est-ce que tu as cette formule de dilution du javel? Parce qu'on va chercher le javel pur au supermarché. Aujourd'hui même, il y a les cristaux. On ne maîtrise pas le degré ou bien la manière, il faut diluer. Mais parfois, sur la bouteille de javel, on écrit. Mais comme en Afrique, personne ne lit. Vous voyez? Donc, quand tu veux diluer et pour les toilettes et pour les cuisines, c'est pas la même manière de dilution, c'est différent. D'accord. Moi, je vais m'intéresser aux toilettes. Oui. Comment bien entretenir les toilettes, le lavabo, le WC? Ok. C'est-à-dire quand tu rentres à, prenons le pot même, hein, ou bien le pot, c'est ça qui est intéressant. Quand tu arrives devant ton pot de WC, il faut commencer par l'abattant. L'abattant aussi joue un rôle que nous savons. Tu as posé une très bonne question. Tu nettoies sous l'abattant. On nettoie toujours du plus propre au plus sale. Ok. Donc tu commences par l'abattant. Tu commences par l'abattant. Après tu le soulèves. Tu le soulèves. Tu nettoies le dessous de l'abattant. Ça c'est très important. On oublie ça. C'est là les microbes vont rester. On nettoie le dessous, mais pas avec la brosse. Peut-être avec, dans notre métier, tu vois les chiffons rouges. Oui. Tout ce qui est rouge sont faits pour les toilettes. Donc, si tu n'as pas de chiffon, tu peux imbiber ton produit un peu de papier et puis tu nettoies avec le produit. Hein. Après, maintenant, tu peux mettre le produit. Pendant tout ce temps, tu mets le produit que tu vas utiliser pour le pot. Tu le mets dedans pour quelques minutes avant de mettre la brosse. D'accord. Maintenant, la brosse, c'est ça. Tu vas voir parfois dans les services, même chez nous à la maison, il y a des pots, il y a le technicien de surface, nous sommes là, nous nettoyons, mais tôt ou tard, on voit des tates. Ça veut dire que nous nettoyons mal. Il faut bien nettoyer, bien enfoncer la brosse. Tu vois les côtés, tout ça. Et ça, les toilettes, c'est chaque jour qu'il faut les nettoyer à la maison. Ailleurs, c'est mensuellement. Alors, tu as parlé de lavabo. Alors, il faut commencer par le lavabo. Parce qu'on doit nettoyer du plus propre au plus sale. D'accord. Moi, j'aimerais m'intéresser à la poussière. Quelles sont les meilleures techniques pour pouvoir éliminer les poussières? Ça aussi, c'est une très bonne question. La poussière, il y a seulement deux moyens pour enlever de la poussière. Tu peux utiliser de l'aspirateur ou bien tu peux la nettoyer en humidifiant par exemple. S'il y a de la poussière ici sur cette table et que je viens, je prends mon chiffon et je fais ça, je fais lever de la poussière que moi-même j'inhale. Et après, elle va encore se redéposer. Alors, s'il y a du chiffon sur cette table maintenant ou bien sur ce plateau, je imbibe mon chiffon d'eau et je nettoie. Ça, c'est le nettoyage humide. Vous voyez? Même le sol, souvent on a l'habitude. Cette salle, on ne doit pas balayer. Cette salle, on ne doit pas balayer. On a des tapis, on doit aspirer. Le problème est que quand nous balayons, nous faisons lever de la poussière que nous respirons et qui se redépose après. Donc on n'a rien fait. On ne balaye pas une chambre close ou bien un milieu clos. On ne balaye pas. Tu peux faire le balayage humide en passant la serpillière. Ou bien tu peux utiliser le balai à bas poussière. Il y en a sur le marché. Peut-être que par manque d'information, les gens ne connaissent pas. Il y a le balai à bas poussière.
qu'on peut utiliser qui ne va pas faire lever de la poussière. Et généralement, quand on parle de lieu de vie, il n'y a pas que nos toilettes, il y a aussi les poubelles, les draps que nous utilisons. Ah oui, vous avez de très bonnes questions. Ah, le drap, c'est très important. Ça aussi, c'est pas standard. Et si je suis dans un milieu où il fait chaud, et que quand je me couche, je suis souvent, il y a de la sueur. Chaque fois, il faut que je enlève mon drap s'il le faut, chaque 2 jours, chaque 3 jours. Mais si c'est souvent frais, c'est climatisé, par exemple, c'est une fois dans la semaine. Là, c'est parce que tu es seul. Mais si tu te couches sur le lit avec ta femme et un enfant, ça c'est chaque 3 jours. Hein. Les personnes qui mettent, ça fait 1 mois. C'est chaque 3 jours, chaque 2 jours. Est-ce que vous voyez? Oui, ok. Et puis de 2, la serviette. La serviette, au moins, il faut ça 1 fois par semaine. D'accord. 1 fois, mais ça dépend. La serviette. C'est annuellement hein, pour cette Et puis, concernant la serviette, Oui. souvent on ne sait pas comment on utilise la serviette. Vous s'essuyez, après s'être lavé, on éponge le corps. Ok. Mais nous faisons ça. Non. On est bon. On éponge. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Benissa. Nous avons tellement de questions, mais le temps est contre nous. Je ne sais pas si vous avez un dernier conseil à donner à nos très chers téléspectateurs sur l'hygiène du milieu de vie. Ouais, je vais vous demander quelques secondes. Je vais parler de... Ça, c'est très important. On a parlé beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé des bestioles chez nous à la maison. Les cafards, surtout, nous devons les éviter. Alors, pour éviter les cafards, c'est très simple. Ça peut être dans l'environnement, ça peut attirer tes voisins, tout ça. Si tu respectes les règles d'hygiène, tu ne les verras jamais chez toi. Ce sont des bestioles qui aiment la salissure. Il faut que la maison soit propre. C'est tout. Et ne laissez pas les siphons d'évacuation des toilettes ouverts. Les cafards peuvent quitter le regard pour remonter dans tes toilettes. Quand vous achetez des œufs, l'œuf, le livret ne garde pas son plateau chez vous. Ces plateaux contiennent des œufs de cafard. Quand vous faites des courses, quand vous revenez avec les cartons, vous videz les courses, vous rejetez les cartons tout de suite. Ces cartons contiennent des œufs de cafard. Et pour éviter les souris, la poubelle ne reste pas à la maison, c'est au dehors. Et videz les déchets alimentaires chaque soir au dehors. Merci beaucoup, Je vous en monsieur prie. Benissa. Était Anani Nathaniel pour ces conseils que vous Merci. nous avez donnés ce matin. J'espère que vous allez repasser dans cette émission pour encore plus de conseils concernant l'hygiène de vie. Merci beaucoup d'avoir Je vous en prie, c'est moi été qui des vous nôtres remercie. ce matin. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission d'aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 10h30. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bye.